Bonsoir à tous. Direction cette semaine dans l'Église du Monde, le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine qui traverse une crise majeure. Le chômage remonte, l'ancien président Lula est derrière les barreaux, des militaires sont en guerre dans les quartiers pauvres, pour ne citer que ces exemples. Eh bien, cette situation générale préoccupe évidemment l'Église catholique du Brésil. Alors comment les chrétiens sont au service des plus fragiles, les femmes, les jeunes ou encore les populations indigènes, pour tenter de rétablir un dialogue à tous les échelons et de pacifier le pays. Décryptage sur ces défis avec notre invitée Floriane Louvet. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chargée de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. On observe d'ici, de loin, évidemment, ce qui se passe au Brésil, la crise politique aussi. Rappelons-le brièvement, Dilma Rousseff, destituée en 2016, son prédécesseur Lula est maintenant, lui, en prison. Alors, vu d'ici, on se dit, tiens, voilà, le Brésil fait table rase de la corruption. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je crois que c'est le discours qui a été construit par les médias et le gouvernement au Brésil et qui a été consciencieusement retransmis en France et en Europe. Je crois que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Il y a deux clés de lecture de ce qui est en train de se passer. De fait, il y a une partie du Brésil qui crie victoire contre la corruption et puis une autre qui crie à la manipulation et à l'acharnement contre Lula et le Parti des travailleurs. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de se positionner, mais il s'agit de lire le processus tel qu'il s'est déroulé. Et dans ce processus, ce qu'on voit aujourd'hui, il me semble, c'est une mise en échec de la démocratie. C'est-à-dire que le Parti des travailleurs, pendant ses 14 années au pouvoir, bien entendu, il a été engagé dans plein d'affaires qui ont sans doute été douteuses, des affaires de corruption. Mais la corruption, elle est endémique au Brésil. Elle existe depuis 500 ans, elle gangrène tout le pays et elle ne concerne pas simplement le Parti des travailleurs, elle concerne tous les partis, toutes les classes politiques, tous les hommes et les femmes politiques. Donc si aujourd'hui on voulait mettre en place une vraie opération anticorruption, il faudrait d'une part que ça touche tous les partis, et pas simplement le Parti des travailleurs. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et le gouvernement actuel, par exemple, et tous ses ministres et le Congrès n'ont pas du tout été inquiétés, alors qu'on sait qu'ils sont entachés de pas mal d'affaires de corruption. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faudrait que ces opérations anticorruption, elles soient basées sur des preuves concrètes, sur des enquêtes qui soient fouillées, c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas du tout le cas. Alors, on l'a vu avec Dilma Rousseff, je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais pour Lula, donc il a été condamné à 9 ans de prison en première instance, puis en seconde instance à 12 ans et 1 mois, parce qu'en dessous de cette peine, sinon il aurait pu purger sa peine en liberté. Et il n'y a aucune preuve concrète qui ont été apportées. C'est-à-dire qu'on l'a accusé d'avoir reçu un appartement, un triplex de 250 mètres carrés, en échange, d'une grande entreprise de bâtiments, en échange de contrats avec l'entreprise Petrobras, qui est le géant pétrolier au Brésil. Et on n'a jamais eu de preuve de cette soi-disant donation, de ce transfert-là. C'est-à-dire qu'il y a eu les 8 témoins d'accusation qui sont passés au départ, ont tous innocenté Lula. Et c'est qu'après un certain chantage juridique du juge Moro, qui était en charge du dossier, qu'une accusation est apparue. Donc ça, c'est la première chose, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et au moment de la première sentence, en première instance, il y a même un livre qui est sorti, qui a été signé par plus de 200 juristes, qui dit à quel point ce jugement est dénué de fondement. Et ça, c'est vrai que ça interroge, ça interpelle depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on parle de conviction de culpabilité. On dit le juge dit qu'il est convaincu de la culpabilité. Comme si, finalement, il fallait être convaincu d'une culpabilité et non pas partir de preuves. Normalement, on le démontre. C'est pas une affaire de croyance ou de conviction. Donc, il y a cette question-là. Et puis, dans ce processus-là, on a vu aussi un certain nombre d'irrégularités dans le respect des délais, des procédures. C'est un procès qui a été à une vitesse record, alors que les procès en général au Brésil mettent des mois et des années. Bon, celui-là était à une vitesse record et sans respecter ce qui sont normalement les recours, en fait, ce que posent les lois et la Constitution. Donc que la justice aille au-delà de ça, on parle aujourd'hui de judiciarisation du processus politique. C'est-à-dire la justice qui s'immisce dans la vie politique pour empêcher finalement un
un candidat politique qui a dérangé un certain nombre de secteurs politiques, de secteurs économiques aussi. Et on voit ça, c'est cette sorte de connivence entre un secteur politique, un secteur économique, mais aussi des médias qui ont orchestré toute une campagne, et c'est ce qui nous parvient en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on parle de la lutte anticorruption, etc., mais parce que ça a été la grande bannière qui a été agitée par les médias. Sans nous faire entrer dans toute la complexité de ce phénomène-là. Donc c'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui de mise en échec de la démocratie plutôt que de lutte contre la corruption au Brésil. Et alors pourtant on se disait l'économie elle a plutôt bien tourné, les aides Lula ça a été porteur pour les classes les plus pauvres. Il y a eu des avancées sociales. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve avec un chômage qui monte. Finalement, une situation qui revient à des années compliquées, là. Oui. Ce qu'on voit surtout là, dans ces dernières années, dans ces derniers mois, mais avec ce nouveau gouvernement de Michel Temer, c'est justement une déconstruction de ce qui avait été mis en place. C'est-à-dire que des programmes qui permettaient de réduire l'extrême pauvreté, qui avaient permis même au Brésil de sortir de ce qu'on appelle la carte de la faim, c'est-à-dire de la question de la faim. Aujourd'hui, tous ces programmes-là, ils ont été réduits au niveau de leur budget, ou alors ils ont disparu. Et on voit l'extrême pauvreté revenir, on voit la faim revenir. Alors, il y a plein de raisons. Enfin, je veux dire, on ne peut pas forcément rentrer dans tous ces raisonnements-là, mais ce qui frappe, c'est à quel point, finalement, tout ce qui avait signifié des avancées en termes de droits économiques, politiques, sociaux, culturels, aujourd'hui, se font mais complètement rasés. Oui. Et pourquoi ? Je pense que le vrai pourquoi il se trouve du côté de ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. On a aujourd'hui au niveau du Congrès brésilien un groupe qui s'appelle la Banca Ruralista, qui est une sorte de groupe parlementaire agro-business, qui est en fait celui qui détient un peu les clés du pays, qui est de mèche avec les 5 grands médias, les 5 grands monopoles médiatiques au Brésil, et qui avec pas mal de secteurs aussi néo-pentecôtistes qui ont un poids assez important dans le paysage social, ecclésial du Brésil aujourd'hui. Et ce secteur-là, il a un poids énorme. Et c'est lui qui dirige aujourd'hui le pays. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à des gouvernants, on est face à des intérêts économiques qui vont prendre les décisions. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant d'avoir finalement des paysans qui occupent leurs terres, puisqu'ils vont pas nous permettre de gagner du profit. Donc on va pouvoir les éjecter de ces terres. C'est pas intéressant d'aller travailler dans les favelas, puisque finalement c'est pas un secteur non plus qui rapporte du profit. Donc on va laisser le secteur des favelas et des zones périphériques se débrouiller en son coin, ou à la rigueur, on le verra sans doute après, mais on va intervenir militairement. Enfin, il y a cette notion-là de, finalement, on est guidé simplement par des questions économiques, des questions de profit, de rentabilité. Il y a une situation aussi préoccupante qu'on a pu observer ces derniers mois, c'est une présence militaire dans les quartiers pauvres de grandes villes, aux côtés de la police. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce type de mesure alors ? Oui, alors ce qui s'est passé exactement, c'est que le gouvernement de Michel Temer a décidé de faire intervenir l'armée dans les favelas de la ville de Rio de Janeiro en particulier. C'était Rio uniquement. C'était Rio, oui. Ce qui n'empêche pas l'armée d'être présente à d'autres endroits, mais en tout cas, l'intervention dont il est question, c'est à Rio. Alors, je crois qu'il y a 2 choses dans cette intervention. Il y a à la fois le fait que Michel Temer, aujourd'hui, est très impopulaire. Il est très impopulaire de tous les côtés, à droite comme à gauche. Et donc, cette intervention, elle a été vue comme très opportuniste. C'était une manière pour le président d'essayer de montrer à quel point il pouvait maîtriser les choses, de se montrer actif et de détourner l'attention aussi des médias et de la population sur ces échecs, et notamment la réforme des retraites qu'il essaie de mettre en place, et face à laquelle il se heurte à une grande mobilisation et à des grandes critiques. Donc, il y avait une question qui était de détourner l'attention de la population. Et l'autre, c'est la vision, en fait, qui est faite de la question des quartiers périphériques et des favelas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un vocabulaire qui est celui de partir en guerre. On part en guerre contre qui, en fait ? Alors, qu'est-ce qui emploie ces termes-là ? C'est les termes du gouvernement, c'est les termes qui sont employés au niveau de la police aussi. On parle de guerre à Rio.
Mais comme si on traitait finalement les habitants des favelas comme des ennemis internes. C'est-à-dire qu'on part en guerre contre les pauvres au lieu de partir en guerre contre la pauvreté. Parce que le problème, il est là, il est au cœur de cette question de la violence et de l'insécurité dans ces quartiers. C'est des quartiers où on a des problèmes de logement, on a des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé. Et c'est ces problèmes-là qui sont source ensuite de violence et qui vont générer un peu toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et au lieu de s'intéresser à ces problèmes structurels, on pense que c'est en augmentant les effectifs de la police comme si finalement c'était juste une question d'ordre public. Alors que le problème, il est beaucoup plus à la base, il est beaucoup plus structurel. Et c'est cette question-là, comment est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'inclure des milliers de personnes qui sont exclues du système brésilien. On parle vraiment d'exclusion territoriale pour ces favelas des grandes villes. Donc, cette augmentation de la violence, les assassinats aussi, puisqu'il y a aussi une recrudescence de meurtres, là en zone urbaine, les tensions raciales aussi. Est-ce que ça va jouer dans la balance des élections qui sont attendues, les prochaines élections en octobre 2018 Alors, je pense que ça va jouer. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Je pense que le maître mot pour parler de ces élections 2018, c'est incertitude. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas si elles vont avoir lieu, ces élections. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cela. On a subi, le pays a subi un coup d'État parlementaire avec Dilma Rousseff en 2016. On pourrait très bien imaginer que les élections soient reportées ou qu'elles n'aient pas lieu. Donc ça, c'est la première incertitude. Après, au niveau de ce qui va jouer dans cette élection, aujourd'hui, c'est très compliqué en fait de lire. Ça va dépendre de Lula, de s'il peut encore se présenter. On saura qu'en août, probablement. Ça va dépendre, alors sans doute, des événements, des questions d'inégalité, de violence, etc. Ce qui va peser aussi pas mal, c'est la question, c'est le poids du Nord et du Nord-Est. C'est des États qui traditionnellement sont très partis travailleurs et qui ont toujours beaucoup pesé au moment des élections. Alors, il y a aussi en milieu rural cette fois un autre phénomène préoccupant, c'est les violences, les assassinats qui augmentent selon la Commission pastorale pour la terre, qui est un organe de l'Église catholique. Qui est partenaire de CCFDE aussi. Voilà, dont vous êtes partenaire. Dites-nous, pourquoi ce phénomène-là qu'est-ce qui se passe Alors de fait, la Commission pastorale de la terre, elle a relevé 70 cas de meurtres liés à des conflits ruraux en 2017. C'est 10 de plus qu'en 2016 et puis encore 10 de plus qu'en 2015. Donc on a une augmentation qui est croissante chaque année. Je crois que ce qui se passe dans ces questions de conflit, c'est qu'on a vraiment deux conceptions très différentes de ce qu'est la terre en particulier, parce que c'est quand même toujours un peu autour de la terre ces conflits-là. On a d'un côté une sorte d'oligarchie moderne qui voit la terre comme un bien échangeable, une marchandise qu'on peut acheter, revendre, comme on va acheter ou revendre une machine ou même des hommes, des travailleurs. Enfin, il y a cette conception-là. Et puis de l'autre, des communautés pour qui la terre, c'est pas simplement un facteur de production, c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui est lié à une tradition, à une culture, à une histoire, c'est tout ça. Donc des communautés qui sont très attachées à leur terre. Et cet attachement-là fait qu'elles ne vont pas partir à la première offre qui va leur être faite d'acheter leur terre ou bien c'est-à-dire qu'elles vont résister. Et c'est là où on va rentrer dans des conflits qui vont être très sanglants. Et de fait, on arrive à des cas de torture, des cas d'assassinat, parce que d'un côté, on est guidé par une logique de profit, une logique très mercantiliste, et puis de l'autre côté, on est lié à des logiques de vie. La terre, c'est la vie. Donc, on va la défendre jusqu'au bout. Que coûte. Alors, justement, dans ce contexte de crise, l'Église, elle est au service des plus fragiles. Le CCFD Terre Solidaire travaille avec des prêtres, des religieux, des laïcs, mais aussi avec l'Église au niveau institutionnel, comme vous le disiez, par exemple, avec la Commission pastorale pour la terre. L'un de ses membres, le frère dominicain français Xavier Plassa, agit sans relâche contre le travail esclave. On écoute son témoignage recueilli par Marie Le Boulanger. Donc, l'esclavage ici au Brésil, selon la loi, le code pénal, c'est pas maintenir quelqu'un prisonnier et l'obliger à travailler, comme on pourrait l'imaginer dans une lecture un peu simpliste de ce qu'on imagine qu'a été l'esclavage dans le passé. Elle est considérée une personne comme une chose. Oui, c'est ça. La traitant pire qu'un animal, comme un objet jetable à merci, corvéable à merci, que vous pouvez traiter plus mal que les animaux, sans lui donner les conditions minimum qui garantissent
sa dignité. L'expérience brésilienne de lutte contre l'esclavage, elle est pointée par l'OIT et par l'ONU en général comme une des expériences pilotes dans le monde. D'accord. Au sens où elle a mis ensemble des agents de l'État et de la société civile autour d'une politique hardie, autour d'un concept moderne de l'esclavage. 53 000 personnes libérées depuis 95, 54 000 même selon les chiffres plus complets que la CPT produit, mais officiellement c'est plutôt proche de 53 000. Et ce qui est déjà un nombre considérable, Ben oui. et environ 3500 cas de travail esclave identifiés qui ont impliqué environ 93 000 personnes, dont les 2 tiers sont en Amazonie. Et depuis 2005-2008, on a eu une expansion de cette politique de lutte contre l'esclavage à tous les États du Brésil. Voilà, alors ce combat porté par le frère Xavier Plaça, mais vous l'appuyez, le CCFD Terre Solidaire. Oui, tout à fait. Donc, il fait partie de la commission pastorale de la terre du Tocantins. Et je m'y suis rendue d'ailleurs en janvier dernier. Et on travaille à leur côté. Alors, ils ont différents champs d'action, mais ils travaillent sur la question de la terre, la question de l'accès à la terre. Comment est-ce qu'on peut accompagner juridiquement les revendications pour la terre, soit pour conserver sa terre, soit pour avoir accès à la terre quand on est face à des familles sans terre. Et puis, ils accompagnent. Donc, il y a tout ce champ de lutte contre l'esclavage moderne dont le frère faisait allusion et qui passe justement par à la fois un travail aussi juridique de dénonciation des entreprises, des propriétaires qui vont utiliser ces travailleurs de manière assez terrible. Moi, j'en ai rencontré un qui nous a donné ce témoignage, Malcio, je me souviens, et c'est très fort en fait d'entendre que pendant 10 ans, il a été travailleur temporaire et qu'il est passé d'un champ à l'autre, qu'il dormait au milieu des pesticides, qu'il était poursuivi par des chiens. Et c'est ce qu'il disait, la question d'être traité comme un objet. Voilà, quand un homme est traité comme un objet, et ça on peut l'entendre. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place un processus judiciaire pour pouvoir dénoncer ces personnes-là? Comment est-ce qu'on va aider aussi les familles paysannes à s'organiser? Parce que souvent, la meilleure résistance, elle passe par l'organisation. C'est-à-dire que quand on est des familles un peu éparses, c'est très difficile en fait de faire face à une entreprise qui a des millions à dépenser puis qui va avancer sur les terres en toute impunité. Alors que quand il y a d'une organisation, et la CPT fait cela, d'organiser, de permettre aux familles de se regrouper et de penser à un autre type de production qui soit plus agroécologique, donc plus respectueux de l'environnement, et puis des personnes aussi. Donc il y a ce travail-là. Et puis il y a un travail aussi qui est très social dans l'accompagnement de ces communautés. Nous, on a été en visiter des communautés traditionnelles, des communautés indigènes, et on voit les animateurs à l'œuvre qui vont aussi valoriser ce qui est la tradition de ces communautés, qui très souvent, ces traditions, elles sont mises de côté, on les voit comme des traditions archaïques, alors qu'en fait, là, il s'agit de pouvoir redonner toute leur place à ces communautés qui ont une vraie valeur et des traditions qui valent vraiment quelque chose. Alors, il y a la réalité rurale, il y a aussi ce qui se vit dans les villes brésiliennes qui sont souvent immenses. On a surtout en tête des images de quartiers pauvres, chaotiques, mais il existe aussi beaucoup d'initiatives au niveau local qui font revivre des quartiers. Un exemple avec le Banco de Palmas. Il s'agit d'une banque communautaire créée dans une favela de Fortaleza, dans le nord-est, devenue un exemple de développement alternatif, notamment grâce à une monnaie sociale, monnaie locale. On regarde cet extrait du film Sacrée Croissance de Marie-Monique Robin. Mais l'originalité de la Banque Palmas, c'est qu'elle émet sa propre monnaie, le Palmas, qui équivaut à 1 réal. Pour s'en procurer, les habitants peuvent changer des réals en Palmas ou contracter un microcrédit en monnaie locale. L'avantage, c'est que chaque paiement effectué avec des palmas donne droit à une ristourne automatique de 5%. Le territoire de circulation de la monnaie locale, que Joachim préfère appeler monnaie sociale,
est strictement limité au Conjunto Palmeiras et c'est précisément ce qui fait sa force. Si je vous donne un billet de 10 réals, vous allez les prendre, monter dans un bus et partir au centre-ville. Ce billet est parti du quartier et il n'a rien généré. Mais si je vous donne un billet de 10 palmas, c'est sûr que vous allez acheter dans le quartier. La personne chez qui vous allez acheter va acheter chez une autre, et ainsi de suite. En moyenne, chaque palmas qui sort de la banque fait 5 tours, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour 5 achats et qu'il génère 5 richesses jusqu'à ce qu'il soit de nouveau échangé. Avec le palmas, on ne peut rien faire d'autre que d'acheter ou de vendre. C'est cet acte d'achat et de vente qui génère du travail, de la richesse et un vrai développement. En 1997, nous avons réalisé la première cartographie de la production et de la consommation dans le Conjunto Palmeiras. À l'époque, à peine 20% des habitants faisaient leurs achats dans le quartier. 80% achetaient à l'extérieur. C'est pour ça que nous étions pauvres. 15 ans plus tard, 93% des gens font leurs achats dans le quartier et seulement 7% à l'extérieur. La courbe s'est complètement inversée grâce au travail que nous avons fait avec la monnaie sociale, la Banque Palmas et toute la communauté qui s'est organisée pour stimuler cette culture de la consommation locale. En 15 ans, le Conjunto Palmeiras a complètement changé de visage. Plus de 240 entreprises ont vu le jour, principalement des artisans et des commerçants qui couvrent les besoins fondamentaux des 30 000 habitants du quartier. Près de 2000 emplois ont été créés. Voilà une initiative encourageante, en fait. Dans les quartiers, on n'entend pas beaucoup, nous, ce type de choses. Vu d'ici, on parle beaucoup de la violence, de la drogue, des gangs, mais peu d'initiatives comme celle-là qui sont assez porteuses. Oui, et puis celle-là, elle est particulièrement enthousiasmante. J'ai pu leur rendre visite aussi, et c'est vrai que c'est assez incroyable comme dans ce quartier, ils ont décidé de mettre en place un autre type de société. Ils parlent même de république collaborative Palmeiras pour parler d'un autre type de système qui a pu être mis en place. Donc il y a un autre type d'économie, on l'a vu avec cette monnaie locale dans le petit extrait, mais ils ont essayé aussi de mettre en place un autre type de politique avec la mise en place de plein de petits quartiers, comités de quartier, qui à l'échelle de quelques pâtés de maisons, de quelques maisons, essaie de résoudre les problèmes du quartier. Donc les gens sortent avec leurs chaises en plastique dans la rue, s'installent et discutent toutes les semaines ou tous les mois, ou ça avec une fréquence, des questions de détritus qui sont dans la rue, des questions d'assainissement, d'eau, des questions d'insécurité. Et ils vont essayer ensemble de résoudre ça. Donc ils vont essayer de trouver un autre type de politique, mais ils ont aussi mis en place un autre type d'art avec tout un laboratoire qui essaie de penser un autre type de réflexion artistique. Ils ont mis en place un autre type d'internet avec un intranet pour tout le quartier, un autre type de relations sociales avec un atelier pour des femmes qui vont générer des revenus qui vont leur permettre d'acquérir une certaine autonomie. Ils vont travailler avec les jeunes. C'est très complet dans leur manière de faire, et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de voir ces expérimentations à l'échelle d'un quartier, là c'est un grand quartier de la ville de Fortaleza, et de voir que oui, un autre monde est possible dans ce quartier-là. Et quand on s'y promène, on se rend compte de cette atmosphère différente, de la relation différente entre les gens, avec les commerçants, entre les femmes, les hommes, avec les enfants, les plus âgés. Donc il y a un vrai cercle vertueux, oui. Et puis qui se veut vraiment intégral et complet. C'est pas simplement, on travaille pas simplement sur une thématique. On essaie de toutes les aborder. Et c'est un des exemples, mais on a beaucoup de partenaires qui travaillent à l'échelle territoriale, en fait. C'est comment est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, on va essayer de tout repenser à travers des outils, à travers des formations, à travers un outil, par exemple, intéressant qui est celui de la cartographie sociale, qui permet, à l'échelle d'un quartier, d'essayer de se demander, de faire un état des lieux du quartier et puis de se demander ce qu'on a envie d'y faire après, de créer une utopie sur ce quartier-là. Et c'est cet outil de la cartographie sociale, on a un partenaire qui s'appelle Phase qui l'a mis en place, qui est très intéressant, qui montre à quel point on peut avoir une forme d'empowerment, d'empouvoirment des personnes et de leur redonner une dignité. Une place. Ouais. Ça passe finalement par du local, par des initiatives à petite échelle pour vous, l'avenir du Brésil ?
Alors, je pense qu'en partie, aujourd'hui, il y a un retour au territoire qui est nécessaire, oui. Il y a un retour au territoire, c'est-à-dire que l'enceinte nationale est tellement bouchée, c'est tellement difficile de faire bouger les choses, et on a un gouvernement qui est tellement... et puis des tendances politiques qui fait qu'on a tellement peu de possibilités à ce niveau-là que pour beaucoup d'organisations de la société civile, il faut revenir au territoire, il faut repartir de dynamiques de proximité, réapprendre à connaître son voisin, réapprendre à une forme de démocratie qui soit plus directe, qui soit plus participative à l'échelle de quelques pâtés de maison ou de quelques communautés paysannes si on est en milieu rural. Donc repartir de ces dynamiques-là. Ce qui ne veut pas dire qu'après on ne peut pas penser à un changement d'échelle. Et ça c'est important aussi. Et nous c'est ce qu'on essaie aussi de travailler avec certains partenaires qui sont réunis en réseau par exemple. On a des partenaires par exemple qui travaillent les questions d'agroécologie qui sont réunis dans une articulation nationale d'agroécologie et qui vont essayer de penser l'agroécologie à un niveau beaucoup plus élevé. Mais ça part de la base, ça part du territoire. Ouais. À suivre évidemment l'actualité brésilienne, peut-être en vue de ces éventuelles élections de l'automne prochain. Merci beaucoup Floriane Louvet de nous avoir rejoints. Alors pour en savoir plus sur le CCFD Terre Solidaire, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans, ccfd-terresolidaire.org. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve mercredi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.